À chaque fois que je veux parler de croyance, je viens près de cette Vierge. Et j'aime bien cet endroit, il est calme et puis il surplombe tout mon village. Ça donne vraiment une vue stylée, une inspiration. J'aime bien cet endroit. Regardez la maison du gouverneur là, en haut, qui surplombe tout le village. On voit autour de cette maison du gouverneur, toutes les maisons sont taillées d'une certaine manière, parce qu'en fait c'est le vieux Fontois, la vieille partie de la ville. Et après, il y a des parties un peu plus récentes, un peu plus par là-bas. On voit que c'est des maisons déjà plus récentes, du siècle dernier. Mais bon, aujourd'hui je vais parler des croyants. Donc je suis revenu près de la Vierge. Mais en fait, c'est pas la Vierge qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est ça. C'est la science, les scientifiques. Voilà une autre croyance qui est la croyance de notre siècle et qui est la croyance populaire la plus répandue aujourd'hui. Voici notre religion et on va en parler. Ok, il pleut, donc je me suis un petit peu réfugié dans la forêt. Normalement, ça devrait aller. Moi ça me dérange pas l'eau du tout, hein, la pluie du tout, mais mon appareil photo en revanche, lui, ça le dérange un petit peu plus, quoi. Donc je vais voir si je filme bien parce que en fait j'ai un petit problème avec mon appareil ces derniers temps. Ok, super. Donc. La science. La science. Rien que le fait qu'on puisse parler de la science en disant rien que le mot la science, tu vois, la science, ça devrait déjà nous mettre la puce à l'oreille. Nous mettre la puce à l'oreille que ce qu'on appelle la science est en fait quelque chose de très complexe et de très spécifié, avec des personnes qui travaillent dans un cadre bien établi, que l'on appelle la démarche scientifique, avec une logique consensuelle afin d'atteindre un niveau de vérité plus élevé, un niveau d'objectivité entre guillemets plus élevé, mais j'expliquerai après les guillemets, enfin ou dans une autre vidéo. Et le fait qu'on parle de la science comme étant la science, ça devrait déjà nous mettre la puce à l'oreille concernant le fait que la science est la religion du XXIe siècle. Moi, quand on me dit la science, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est comme si j'entends exactement la même chose que la chrétienté, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand j'entends tout ce que je te dis, moi, c'est scientifique, j'entends, moi, au fond, la même chose que tout ce que je te dis, c'est écrit dans le Coran. Tout ce que je te dis, c'est Dieu qui l'a dit. Tu vois ? Je veux parler et je veux vous faire comprendre que ce n'est pas parce que un centre d'activité a pris la forme que la science a pris aujourd'hui, que forcément, c'est-à-dire quelque chose dans l'action quand même. La science est quelque chose dans l'action qui se veut faire des expériences pour essayer de comprendre le monde. Donc ce n'est pas parce que cette chose qu'est la science est à la base quelque chose dans l'action pour comprendre le monde que forcément ce n'est plus une croyance. Tout scientifique est croyant de base. Parce qu'à partir du moment où on prend une trouvaille scientifique et qu'on accepte d'émettre des hypothèses à partir d'une trouvaille scientifique,
à partir d'une expérience qui n'a pas forcément été faite par nous en plus, eh bien on rentre dans le domaine de la croyance. Humainement, ce qui va se passer dans notre corps lorsqu'on décide de dire que la physique newtonienne est la vérité et le monde dans lequel on vit, dans notre tête, il se passe exactement la même chose que lorsqu'un religieux dit le monde est divin, il est fait de vibrations, tout est logos, tout est verbe, etc. C'est la même chose. Dans le cerveau, c'est la même chose. Et c'est même pas une question de c'est activer un endroit différent du cerveau et tout, etc. Je crois même que même au niveau de l'activation des zones, si on ferait une IRM, on verrait que la logique est la même. Parler de science sans avoir fait les expériences scientifiques, c'est déjà rentrer dans la croyance. Et il ne s'agit pas, et là du coup j'ai envie vraiment de vous mettre une grosse claque, à chaque fois que je parle à des gens comme ça, j'ai envie de vous mettre une énorme claque. Et sur Discord, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, et j'avais envie de lui mettre des claques. Parce que je déteste quand on dit que moi je suis un scientifique. Moi je crois en rien. Je crois en rien. Je fais mes expériences et machin truc et machin chose. Et j'essaye. Et en gros, j'arrive pas à dire autre chose que je crois en la science. Parce que pour moi, c'est une religion, la science, putain, c'est dingue. Mais bon, en gros, ces gens qui disent moi je crois en rien, je suis athée, tout ce qu'il y a de vrai, moi pour moi rien n'est vrai, tout ce que je vois, c'est. Bon, bref. Tout ce genre de discours-là. Ce discours qui en réalité ne pose que j'aime les athées, je veux faire partie des athées parce qu'ils m'ont l'air plus intelligents. En fait, moi, c'est ça que j'entends. J'aime les athées, I wanna be athée, et ils sont intelligents, c'est des scientifiques. C'est tout ce que j'entends quand on me dit ce genre de remarques à deux balles. Et alors, ce que je veux vraiment remettre en place, c'est le fait que il se passe la même chose entre un mec qui parle de science, sans avoir fait les expériences donc, et un croyant. C'est exactement la même chose. Dites-vous bien une chose, on a tous vécu, au moins une fois dans notre vie, la lecture d'un article, que ce soit sur Facebook, sur Internet, sur YouTube, une vidéo, Science étonnante, etc. Toutes ces vidéos scientifiques, de vulgarisation scientifique, et tous ces articles de vulgarisation scientifique, qu'est-ce qu'ils provoquent en nous? Est-ce que vous avez remarqué? Je vais vous demander de vous pencher sur votre ressenti au moment où vous lisez ou vous regardez un article scientifique ou une vidéo scientifique. À ce moment-là, vous êtes en train... alors déjà, on vous met dans le contexte. Si c'est un article, on vous écrit un paragraphe de contexte. Si c'est d'abord une accroche et ensuite un paragraphe de contexte. Et si c'est une vidéo, on commence par vous dire des phrases pour vous rentrer dedans. Genre, et si l'homme n'était que quelque chose, tu vois? Et si la masse n'existait pas? Pour le boson de Higgs, par exemple. Et si la masse n'existait pas? Bon, donc on t'accroche comme ça, et après on commence à te faire une explication démontrée avec des expériences à charge de preuve, à valeur de preuve en tout cas, en 1800, machin truc, machin Goldstein, machin truc, Niels Bohr, Einstein, Tesla, machin truc, réseau, onde, machin, a été trouvé par l'expérience suivante que tatata. Et donc si je veux que vous pensiez à votre ressenti à ce moment-là, c'est pour que vous compreniez qu'à une certaine époque, on avait exactement le même ressenti, la même excitation lorsque quelqu'un venait et nous parlait de Jésus. Lorsqu'un prêtre venait dans une église et nous parlait de Jésus, pour nous, c'était exactement la vidéo de vulgarisation scientifique.
ah, à ce moment-là, c'est l'apôtre Jean, machin truc, l'apôtre Marc qui a dit que nanani nanana, et c'est vrai qu'en fait c'est comme ça, et il ne savait pas au début, mais grâce à la phrase de Jésus suivante, tatati tatata, il a pu comprendre que en nous, la réaction est exactement la même. En fait, la fonction croyance est inhérente à l'être humain et elle est extrêmement puissante. La fonction croyance, c'est ce qui permet à l'être humain de s'activer physiquement, de s'activer pour concrétiser des choses. En fait, la fonction croyance fait directement le pont entre ce soi-disant monde spirituel et ce monde matériel. La croyance, c'est l'énergie, c'est une catalysation de l'énergie immanente sexuelle de l'être humain envers une cause. Si ça ne vous parle pas, je vais vous dire la chose suivante. On va rentrer dans la science là, neuroscience. La croyance, ça se montre comme, en fait, ça peut s'expliquer par le fait qu'une personne, un moment dans sa vie, dans sa jeunesse, a entendu que le monde était fait d'objets et que ces objets avaient une masse. À partir de là, l'enfant va faire ses expériences, il va porter des objets, hop, je vais porter des objets, et je me rends compte que certains sont plus lourds que d'autres. Celui-là est plus léger que... Les deux là sont légers, et celui-là est lourd parce qu'il est plus long, il est plus grand. Et donc à partir de là, il va se passer dans mon cerveau je vais prendre la conclusion que les objets ont une masse, je vais accepter cette conclusion car elle me permet de décrire le monde, et uniquement de décrire le monde, que ce soit vrai ou pas, ça a l'air d'être vrai. Donc cet objet qui est plus lourd que les deux là a une masse supérieure. Donc cet objet-là semble avoir une masse aussi. Puisque si il a une masse supérieure, si on décrit le fait que cet objet a du poids par le mot masse, alors non seulement la masse existe, puisqu'elle permet de comparer le poids de ces divers objets, mais en plus, elle est supérieure dans les objets qui sont plus grands et plus denses. Donc à partir de là, notre cerveau, qui lui a pour charge de donner une apparence au monde et une image au monde, va se charger de transformer, de se transformer, ça s'appelle la plasticité neuronale, il va créer des neurones et des routes neuronales qui ont pour but de lier les diverses parties du cerveau entre elles de manière à pouvoir comprendre ce qui se cache derrière le mot masse. Si jamais je te parle de ta chambre, visualise ta chambre. Tu vois, je te demande de te visualiser ta chambre dans laquelle tu vis, dans laquelle tu dors. Dans ton cerveau, la partie qui visualise l'espace se trouve là, en haut. Cette partie-là, si tu l'as dit, si je te dis c'est dans ta chambre, c'est dans le lit de ta chambre que tu as fait l'amour avec ta femme. Si je te dis ça, tu vas lier le lit de ta chambre avec l'amour avec la femme, donc ça va revenir vers le centre du cerveau, le système limbique, centre des émotions. Et ça va relier au mot amour, le mot amour qui est situé un peu partout dans le cerveau, parce que l'amour veut dire beaucoup de choses. Et en fait, le cerveau se construit, et surtout à la jeunesse, se construit par rapport à ses préjugés qu'il a étant jeune. Ce sont les préjugés, les jugements qui sont apportés de l'extérieur, donc ce que nous disent notre mère ou notre père, ce sont les premiers jugements extérieurs qui vont le plus structurer notre cerveau, et après ça, ce sera les jugements de l'école, les jugements des amis. Tous ces jugements-là vont façonner la forme que va prendre le cerveau. Pour ainsi, et ensuite plutôt, créer aussi l'identité de cette personne. L'identité de la personne sera directement créée et inhérente au jugement et à ce qu'elle a entendu étant jeune. Or maintenant,
j'ai envie de vous dire quelque chose. On appelle la vision du monde qu'a une personne, c'est-à-dire ce qu'elle pense être vrai, une croyance. C'est-à-dire que à partir du moment où tu te donnes une vision du monde, et là je pense que vous allez commencer à voir où je veux en venir, à partir du moment où tu te donnes une vision du monde, tu mets juste des mots sur la structure de ton cerveau. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est très intéressant d'étudier le langage des gens et de voir les mots qu'ils utilisent, car les mots qu'utilisent les gens ne sont jamais pour rien. Les gens retiennent les mots par rapport à la structure de leur cerveau et utilisent des mots par rapport à la structure de leur cerveau. C'est pour ça que quand une personne n'a pas beaucoup de mots dans son vocabulaire, c'est directement la preuve que cette personne-là n'a pas un cerveau très développé, en tout cas une réflexion très développée sur le monde lui-même. Je ne dis pas ça de manière péjorative, c'est un fait. C'est un fait. L'univers sémantique est révélateur de la structure interne neurale qui est telle révélatrice de la capacité d'une personne à se figurer le monde. Nous sommes dans la figuration. La croyance, elle ne sert qu'à figurer le monde et dans le cerveau va prendre exactement la même forme que l'apport scientifique. L'apport scientifique figure le monde en nous ramenant des théories scientifiques dans le cerveau qui, elles, vont structurer notre vision du monde. La croyance ramène des informations dans le cerveau qui vont nous aider à structurer le monde, mais ces informations-là ne sont pas scientifiques et ne sont donc pas matérielles, mais elles sont d'ordre spirituel. Donc la chute, et alors là je fais une parenthèse énorme, mais parce que c'est très important, la chute spirituelle de la plupart des gens aujourd'hui, la chute spirituelle de la civilisation occidentale actuelle, est due au fait que dans notre tête, physiquement, structurellement, nous avons structuré notre vision du monde par rapport à la science qui, elle, ne fait qu'étudier le monde matériel. Avant que nous structurions notre vision du monde par rapport au monde spirituel, donc à l'âme et à l'esprit, eh bien nous avions une vue. Je vais voir si je filme encore. Parfait. Nous avions une vue axée sur sur du coup l'origine spirituelle du monde et du vivant. Donc à cette époque-là, par exemple, on pouvait valoriser le courage. Ou plutôt, non, encore aujourd'hui on peut valoriser le courage parce que ça demande du courage de faire une théorie scientifique. On pouvait à cette époque-là valoriser l'honneur, par exemple. L'honneur était quelque chose qui pouvait être valorisé à l'époque parce que, à l'époque, notre vision du monde était directement structurée sur le fait que une âme et que tout est vivant. Et il y avait des gens qui faisaient des démonstrations extrêmement rigoureuses sur ces faits-là, l'âme, la conscience, etc. Aujourd'hui, on a oublié tout ça au profit de la science et du matériel. Donc aujourd'hui, on a structuré notre cerveau sur, et je vous parle en règle générale, l'humanité occidentale aujourd'hui, actuelle, c'est vraiment elle a structuré son cerveau sur l'étude de la structure densifiée des énergies. Ça, ce n'est que la structure densifiée de ce qui était autrefois un être vivant, doté d'une âme et d'une conscience, et qui, dans la matière, sur Terre, s'est structuré de cette manière-là, cette branche. Or, à l'époque, c'était quelque chose de vivant. C'était quelque chose qui était doté d'une conscience. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est bien que Internet existe et que du coup l'effervescence des consciences nous permet, l'élévation des consciences nous permet de nous rendre compte à quel point c'est important de comprendre la conscience, notamment par, je vous invite à écouter Philippe Guimand, Franck Lobvé et Christophe Alain, pour comprendre à quel point du coup l'étude de la conscience et de tout ce qu'elle peut créer dans ce monde est importante.
Donc, en fait, je crois que c'était un peu ma conclusion. Le fait est que la religion structure les cerveaux, la science structure les cerveaux. Certains vont me dire c'est mieux de structurer les cerveaux sur le réel, sur ce qui existe. Et donc, c'est mieux de structurer le cerveau sur la science que sur la religion. Je suis d'accord avec eux à partir du moment où ces gens-là sont capables de se rendre compte que la conscience existe et que tout n'est qu'énergie. À partir du moment où quelqu'un peut me démontrer que tout est énergie et que tout est et qu'il y a, forcément des consciences dans toute chose existante, alors l'allitération précédente, comme quoi la conscience, comme quoi la science est mieux pour structurer le cerveau que la religion, me plaît. Mais si la personne ne peut pas me démontrer que tout est vibration et que tout est conscience, alors je n'accepte pas son... C'est plus compliqué que ça. Oh là là, j'ai soulevé un gros truc. Oh putain. C'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas... parce qu'en disant ça, je m'enferme dans le dogme du fait que tout est vibration et que l'étude de la conscience est supérieure à tout, ou entre guillemets, je suis moi-même dans une croyance qui me fait dire que ma croyance est la seule existante. En réalité, et la meilleure, tu vois. Or, en réalité, du coup, je me pose en l'homme qui a toujours raison, et donc je fais plaisir à mon ego. Et du coup, là, c'est chiant. Parce que, en fait, voilà le véritable critère de vérité, je pense, au fin fond de moi. Le critère intuitif le plus profond. Le critère vraiment d'ordre astral ou d'ordre animique au fond de moi qui me fait comprendre qu'une personne est dans la vérité ou pas. C'est sa capacité à comprendre les paradoxes. Sa capacité à assimiler les paradoxes. Je vous donne un exemple concret. Si une personne me dit « tout est matière et la conscience découle de la matière », elle est dans un dogme matérialiste. Si une personne me dit « tout est conscience » et la matière ne fait que suivre, la matière ne fait que suivre ce que dans la conscience et dans l'énergie, il s'est déjà passé. C'est l'autre opposé et c'est le dogme spirituel. Mais à partir du moment où une personne est capable de concilier et de défendre chacun des deux parties dans sa tête, elle rentre en mode Socrate, où elle se dit « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». C'est la conclusion la conclusion de la compréhension de ce paradoxe mène à « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Donc en fait, ma manière à moi de voir si une personne est dans la vérité, c'est de comprendre à quel point et de voir à quel point elle peut assimiler entre les paradoxes. Donc en fait, ce sujet-là qui était de dire que les scientistes et les suiveurs de la science sont des croyants, ce qui est une réalité, puisque la fonction croyance est inhérente à l'être humain et on ne peut pas enlever la fonction croyance de l'être humain, sauf en enlevant son cerveau. Il n'existe qu'une seule personne au monde qui est née sans cerveau et qui a vécu quelques mois avant de mourir. Et donc il n'y a qu'une seule personne au monde qui potentiellement ne pouvait pas utiliser sa fonction croyance. Vous pouvez aller chercher l'histoire du bébé qui est né sans cerveau, c'est tout récent, enfin c'est tout récent, on en parlait à 10 ans il y a 10 ans sur Facebook, quoi, mais je veux dire, ça reste récent, quoi, c'est 21e siècle, 21e siècle, 20e siècle, fin 20e siècle. Et en fait, vous allez voir que ça, c'était un enfant qui vivait comme un animal, mais pire qu'un animal, parce qu'un animal a des croyances aussi. Un animal se forge des croyances pour comprendre le monde, exactement comme le fait un être humain. La croyance n'est que la structure du cerveau d'une personne.
Et cette structure-là va déterminer les actes que font la personne dans le monde matériel. Or, ces actes-là vont du coup être, et forcément, obligatoirement, par essence, être en accord avec les croyances de la personne, puisqu'elles sont dirigées par la structure du cerveau de la personne qui, cette structure, peut être appelée croyance. Voilà. Donc en fait, là j'ai soulevé un truc monstrueux, mais c'est... Mes amis tous se trouvent dans les, dans les paradoxes. Et c'est dingue comment mon ego a du mal à supporter les gens dans le paradoxe matérialiste. J'ai envie de m'énerver, j'ai envie de baffer les gens dans le paradoxe, dans le dogme matérialiste, alors que je sais qu'il est poussé au maximum, il est tout aussi vrai que le dogme spirituel que je connais beaucoup mieux, puisque je vis dans ce dogme-là depuis très longtemps. C'est dingue, c'est dingue. On en arrive aux mêmes conclusions. Lorsqu'on a assez potassé sur le dogme matérialiste, on arrive aux mêmes conclusions que le dogme spirituel. Or, la seule différence, c'est que le dogme matérialiste mène au vide et le dogme spirituel mène au tout plein. C'est une différence de pas grand chose en fait, parce qu'entre tout est vide et tout est rien, rien n'existe et tout existe, tout est Dieu, tu vois, ou plutôt non, je devrais pas mettre le mot Dieu, oubliez le mot Dieu que je viens de dire. Entre rien n'existe et tout existe, bon. C'est très dur de tenir un discours sur des sujets aussi profonds, parce que à chaque fois que je dis quelque chose, j'ai 2 ou 3 manières, soit de le mettre en, soit de le nuancer, soit de l'infirmer. Donc je dois, voilà, c'est vraiment quelque chose de puissant, de dur de tenir un discours. Mais le but étant d'emmener votre réflexion dans la mienne. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.